30 preview. 22 jours. The last. This is the last one. La dernière, pour ceux qui maîtrisent pas comme nous la langue de Shakespeare. The Last Dance. Oh non. C'est la dernière preview des 30 previews en 22 jours. Quel incroyable marathon nous avons vécu ensemble. À distance, contre tout. On a démarré cette série. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé comme chose quand même depuis, hein. Putain. Ah, il y a eu du mouvement. Waouh. C'est toujours un peu dur quand on arrive à la fin de cette série de 30 previews. Mais il faut bien comprendre que ça laisse quand même... c'est dur, mais ça veut dire qu'il y a une bonne nouvelle derrière. Exactement. Ça veut dire qu'il ne reste plus qu'un seul dodo. Et hop, après, c'est parti. Demain, la NBA dodo reprend ses droits. Exactement. Demain, le 22 décembre, la NBA reprend ses droits. On va faire péter les lunettes pour vous dire que ça y est, c'est la reprise de la NBA. Donc, en effet, ce sont des bonnes nouvelles. J'avoue qu'au niveau sentimental, vous avez déjà posé la question plein de fois. Moi, les 30 previews en 30 jours, c'est ma série préférée. Donc, forcément, il y a un petit chagrin. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vous accompagner sur le reste de la saison à venir. Il y aura plein de vidéos, évidemment. Hein. Ça, on vous en parlera juste après. Ce qui est sûr et certain, mon cher Alex, c'est que sur cette dernière preview, on ne va pas changer du tout le concept. On aura toujours la question de la mort, le Girard d'or. Comme pour les autres franchises, on vous fait l'introduction spéciale avec l'actu que vous pouvez retrouver sur trashtalk.co en ce moment même et tout au long de la saison à venir. Vous avez encore quelques heures pour nous rejoindre dans la folie de la Trash Talk Fantasy League et notamment suivre le lab TTFL sur Twitter. Nous avons Léonce qui se préchauffe à la prod et pour nous faire des dingueries made in Netflix sur la saison à venir. On est complet ? On est complet, je pense, on est pas mal. On est complet, tu nous as fait péter le maillot hellénique. Ah, Et le classique, hein. Classique preview des Bucks, celui-là. Pas lavé depuis 2014. Pas bougé. On attend que Giannis soit champion pour le laver. Exactement, c'est comme ça baigne dans son jus, comme on dit. C'est beau comme tout. On ne doit pas perdre de temps, parce qu'on a plein de choses à dire sur les Milwaukee Bucks, les daims du Wisconsin. Et donc on commence forcément avec le dernier coup d'œil dans le rétroviseur. Que vois-je dans mon rétroviseur ? Je vois une saison régulière rondement menée, avec des Bucks qui sont sur des bases qui sont tellement terrifiantes qu'heureusement, on a un petit coup de mou avant la suspension de la saison NBA et que la bulle, c'est pas non plus extraordinaire sur le reliquat de match qu'on a parce qu'on était sur une saison régulière partie sur les 70 victoires quand même. C'était d'une violence rare. S'il y avait eu 82 matchs, ouais, on aurait peut-être pu aller taper dans ces eaux-là. Après, il y a eu tellement de petits changements et tout. Tu as fini à 56, je crois. Victoire. Je crois. Hein. Ce qui est déjà un très gros score vu que tu as joué 72-73 matchs. Hein, donc c'est un très 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 gros score. Avec la meilleure défense de la ligue. Non mais c'était chaud. Une défense ultra relou. Une défense qui a verrouillé son cercle et le rebond. Et une attaque dans le top 10, je sais plus, je crois la 6e ou 7e attaque en termes d'offensive rating. Ouais, donc attention, une attaque extrêmement chiante à jouer également. Ouais, et à la limite, là c'est quand c'est le finish, c'est-à-dire c'est quand on reprend toutes les stats de fin de saison, mais il y a cette petite chute à la fin. Ok, mais sur les 2 tiers, allez même sur les 3 quarts de cette saison régulière, les Bucks sont une des 3 meilleures attaques et la meilleure défense. On est sur un différentiel de points. Enfin, les Bucks mettent des roustes. Ah, ils mettent des roustes. À tout le monde. On est sur un différentiel de points en cours de saison qui était à quasi 12-13 points. On se disait, mais on n'a pas vu ça depuis les Lakers de 72, depuis les Warriors de 2016. Enfin, c'était une dinguerie. Et puis, le nombre de matchs qu'on a vu où, genre, Giannis a joué que 28 minutes. Bah ouais, c'était fini au milieu du 3e quart en même temps. Tu vois 31, 13, 7 à la fin du 3e quart. En plus, bonjour les stats du gars en 28 minutes, mais même sans aller jusque-là, genre, le match, de toute façon, il était fini au milieu du 3e quart. C'était torché l'affaire. Que ce soit les grands rendez-vous ou les plus petits, les Bucks répondent toujours présents. Ça joue dur tous les soirs. Ça court et ça te rentre dans la bouche. Et si vous arrivez à stopper Giannis, très bien, mais il n'y a que des snipers autour. Donc Wes Matthews, Kyle Korver, ça s'intègre vachement bien. Donc on a toujours... Ça laisse pas vivre l'adversaire, quoi. Exactement, on a George Hill qui a des pourcentages au shoot, c'est complètement insensé, limite à 50% à 3 points. On a l'intégration de Robin Lopez avec son frérot Brook Lopez. On a un match un peu loupé à Noël contre les Sixers. Par contre, quand ça joue les Lakers de LeBron et AD à domicile à Milwaukee, il y a le garçon qui fait « c'est moi la suite ». Ouais, c'est vrai. On a ce côté teamwork, où vraiment, mettons, ils mènent 2-8, tu sais, à la mi-temps. Beaucoup d'équipes sont contentes quand elles mènent 2-8 à la mi-temps. Quand ça revient des vestiaires, tu sens que les Bucks sont pas contents, en fait. Et souvent,
Ils ont 24. souvent fait le coup, et c'est pour ça que je rigolais en disant que les matchs étaient finis dans le milieu ou avant la fin du troisième quart, parce que les mecs, ils débarquent de la mi-temps, ils mènent 2-8 parce que c'était un peu accrochouillé, ils ont eu un peu de mal à se mettre en rythme au début du match et tout. Qu'est-ce qu'ils font, les gars ? Accélérateur, début de troisième quart-temps, et là, ils ont mis des sauces dans les troisièmes quart-temps, mais c'était non, mais exactement, violent. C'est hardcore. Combien de nuits il y a eu, et j'en profite pour passer la bise à mon Giovanni de la rédaction, combien il y a eu de nuits où on s'est croisés à 2h du mat, on a fait bon, comment ça se passe avec les Bucks ? Attends, je check juste. Attends, on vient de parler 3 minutes là, et en fait il y a plus 24 maintenant, parce qu'ils ont mis un run de salopard en défendant le plomb, et après en mettant 3 tirs à 3 points. Ils ont été énormes. Impossible de faire le coup d'œil dans le rétro, sans parler de la capitale quand même, parce que les Bucks, ils étaient à Paname, hein ? Bien sûr. Janvier 2020. Les Bucks dans la capitale française pour le premier match de l'histoire NBA, premier match officiel de l'histoire NBA à Paris. C'est ça, un match de saison régulière. Yanis, quoi. Ah bah ouais, on avait quand même le MVP en titre qui était là dans une saison pas trop mauvaise, puisque même s'il y a eu quelques débats sur la fin avec oui, est-ce que LeBron peut être dans la course ou quoi que ce soit, on a quand même sur la régulière, disons les choses très très clairement, un Giannis back-to-back MVP et défenseur de l'année. On a un Giannis qui réalise une saison comme on en voit extrêmement rarement dans l'histoire de la NBA. On rentre dans un club où il y a Hakeem Olajuwon et c'est tout. Qui d'autre ? C'est tout. Hein. C'est tout. 30 points, 13,5 rebonds, presque 6 passes, une interception, un contre. 50, je sais pas, j'ai pas les chiffres sous les yeux, 50 et quelques pourcents, 55% peut-être au tir en global, hein, à 3 points c'est autre chose, à 3 points il est plutôt dans les 30% on va dire, et au lancer, tiens je vais aller chercher les stats parce que la stat au lancer m'intrigue. Je réfléchis juste, Alex, 88, Jordan il est défenseur de l'année, il est pas MVP en même temps ? Si. Quand même. Si. Donc on a Hakeem, Hakeem, ouais, tout à fait. On a Hakeem et Michael. Je réfléchissais là juste pour pas que les Jordaniens nous disent. Alors Hakeem, lui, le truc c'est qu'en playoff, il a fait un petit truc dans la foulée que Giannis aimerait bien faire par contre. Hein ? Oui, 63% au lancer, notre ami Giannis la saison dernière. Je fais exprès d'aller chercher cette stat, c'est très rare dans les previews qu'on aille chercher ce genre de stat vraiment, parce que je pense qu'on va en reparler dans les rubriques qui viennent. Tu crois ? De la stat au lancer de Giannis, voilà. Il s'avère quand même que les Bucks démarrent les playoffs, qu'on voit cette équipe monter en température, que ça perd son premier match protocolaire face au Magic parce que Orlando en Game 1 de playoffs, ce sont les Bulls de 96. Et après, par contre, tu leur roules dessus. Mais au cours de cette série, nous avons quand même les événements qu'on a vus et dont on a parlé sur cette chaîne, notamment avec les événements à Kenosha. Grève des joueurs, notamment on se souvient de cette scène où on a George Hill avec ses coéquipiers, Sterling Brown notamment, qui sont en sortie du vestiaire et qui disent nous ne jouerons pas ce match qui était le Game 2 je crois ou Game 3 du premier tour des playoffs 2020. Vrai moment quand même important, on peut pas faire le coup de l'origine. Non mais ils sont à l'origine de cette grève des gens qui a été suivis bien sûr par les joueurs, puisqu'effectivement comme tu l'as dit ça se passe à Kenosha, donc Kenosha c'est dans le Wisconsin, donc l'état de Milwaukee, c'est pour ça qu'ils étaient les premiers concernés, entre guillemets, même si tous les autres joueurs sont concernés. Avec pression faite sur le gouverneur, etc. On n'a pas eu de match pendant 3-4 jours, je dirais. 2-3 jours, c'est ça. 3 jours, ouais. Après, ça a repris. Est-ce que c'est quelque chose qui a pesé sur la suite du parcours de Milwaukee ? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est un événement fort dont ils sont à l'origine. C'est indéniable que ces événements ont forcément impacté ces joueurs. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des joueurs de Milwaukee qui se sont exprimés soit pendant la bulle, soit après, et qui ont dit à ce moment-là, nous, on avait juste envie de faire nos valises et de nous barrer d'ici. Donc à partir du moment où tu es un joueur et où tu n'as pas envie de jouer parce que ce qui se passe en dehors des terrains est aussi impactant, important et émouvant, du coup, ça a forcément un impact sur le groupe. Mais on est obligé de rester sur le sportif parce qu'on a aussi eu d'autres équipes qui ont été impactées par ces événements. Et donc les Bucks, qui passent Orlando, rencontrent le Heat. Et là, c'est même pas un caillou dans la chaussure, c'est l'Himalaya. Non mais, faut dire les mots. L'un des trucs qui fait que la saison du Heat est incroyable, c'est parce que le Heat, ils sont arrivés en demi-finale de conf. Ils avaient en face d'eux l'équipe qu'on vient de décrire, c'est-à-dire un rouleau compresseur de saison régulière avec le MVP en titre et potentiel. Il n'était pas encore élu au moment où je crois. On est d'accord où il était élu ? Je ne sais plus exactement. Non. Potentiel futur back-to-back MVP.
Ok, une défense incroyable, blablabla, des snipers et tout. Le Heat a regardé ça et a fait mais lol. Voici notre plan de jeu. Voilà, regardez-nous bien, on va les déboîter et ils les ont déboîtés. Exactement. Et là, je peux employer le mot déboîté, là, j'ai le droit là. Là, tu as le droit parce que même si certains vont dire oui, il y a le Chris Middleton game, oui, il y a la blessure de Giannis qui est fait froid dans le dos parce qu'on le voit hurler, très bien. Il n'empêche que comme on l'a dit, et on va le répéter parce que je crois qu'on en a parlé dans la preview et dans le coup d'œil du rétro du Heat, Erik Spoelstra a un nouvel enfant dans sa famille, c'est Mike Budenholzer. C'est pas contre Mike Budenholzer et je sais que ça va faire chier les fans des Bucks, mais dans les faits, on a rarement eu un coach autant mis dans la sauce en étant numéro 1 de sa conférence que Mike Budenholzer sur les 2 semaines de cette série, Alex. Il n'y a pas eu un jour. Mettre dans la sauce, tout à fait d'accord. Il n'y a pas eu un jour de cette série où on a dit qu'est-ce que c'est que ce temps de jeu donné aux titulaires. On a l'impression qu'on est au centre de loisirs et qu'il ne faut pas trop les fatiguer. Qu'est-ce que c'est que ces ajustements qui sont quasi inexistants? Qu'est-ce que c'est que cette espèce de perte de contrôle de Mike Budenholzer après avoir montré un contrôle énorme? C'est-à-dire que, exactement, c'est ça. On peut dire que Spoelstra l'a mis dans la sauce, mais on peut aussi dire que lui, il n'a rien fait pour en sortir. C'est chaud. Ou en tout cas, pas fait ce qu'il faut. Parce que là, les choses auxquelles tu viens de faire allusion, on va en reparler dans cette preview. Moi, je suis ultra vénère. Notamment le coup des rotations, genre non, on va quand même pas dépasser les limites ou le ceiling ou je sais pas quoi là. Mais gros, t'es sérieux? Tu regardes ce qui se passe chez les autres ou pas? Giannis est à 34 minutes. Giannis est à 34 minutes. Oh, le pauvre petit Middleton, faudrait pas qu'il joue plus de 33 minutes. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? C'est des athlètes de haut niveau, ils ont besoin de gagner surtout. Et on est en play-off. Et puis surtout, voilà, on est en play-off, il y a 2, peut-être des fois 3 jours entre 2 matchs. Oh, bah ils doivent jouer 40 minutes. Tout à fait. Surtout quand t'es en galère et que tu te fais dominer. À la limite, sûr. Les Bucks seraient en train de déboîter tout le monde. Ah bah là, vas-y, tu peux te okay. permettre. Mais tu là, mets en pause. T'es en galère. T'es en galère, donc t'es censé leur donner des plus gros temps de jeu, je suis d'accord. Et alors en plus, l'un est combiné avec l'autre parce que tu as ce temps de jeu qui est en effet réduit et qu'on a fortement critiqué. Mais en plus, dans le cas contraire, si Giannis avait eu 48 minutes de jeu, bah on a aussi beaucoup de foutage de gueule de Giannis parce que Giannis fonce dans un mur qui est en fait 5 hommes alignés du côté de Miami, un plan de jeu défensif suprême préparé par Spoelstra et son staff, et où en fait la variété offensive de Milwaukee est tout de suite pointée du doigt. On en avait parlé précédemment avec Mike Budenholzer, déjà sa première saison avec les Bucks, mais aussi par le passé avec Atlanta, où on se dit où sont les ajustements. Giannis très très vite a cette étiquette de joueur bourrin qui n'a pas de jump shot et une fois qu'on lui met une vraie défense ne peut pas s'ajuster. Est-ce que c'est juste? Pas forcément, mais en tout cas il a été exposé lui avec Budenholzer. Il a été exposé, les stats ont donné raison à ce genre de jugement. C'est-à-dire que là tout à l'heure j'ai fait exprès d'aller chercher sa stat au lancer. Ouais. Ah bah ouais gros. Là tu peux être tous les MVP que tu veux. Moi tu vois les 3 points à la limite. Je trouve qu'il en prend un peu trop, mais de temps en temps il en met un, tout ça. Bon, ok, allez, il est pas si à l'aise que ça. Ouais. Il est pas si à l'aise que ça, mais... Il a des soirées pour et des soirées contre. C'est pas ce qui me travaille le plus, le pourcentage est pas bon. Moi je trouve qu'il devrait limite pas prendre un 3 points quasiment 2. Mais bon, ok, il en prend quand même un peu et tout, machin, nanana. Par contre, être aussi athlétique, face à une défense aussi forte que celle du Heat, qui va quand même être obligé de faire faute sur toi. Bien sûr. Et nous faire péter des airballs au lancer, des machins... Non. Ça, c'est pas possible. Ouais. Ça, c'est pas possible, en fait. Déjà, ça coûte des points dont ils auraient eu besoin. Ouais. Peut-être pour arracher un match, tu sais, les matchs serrés, je sais plus, c'est match 2, je crois, ou un truc comme ça, tu vois, genre... faudrait revoir toute la série Heat Bucks dans le détail, mais je suis sûr qu'il y a des moments où les lancers francs de Giannis, en fait, indirectement, coûtent des matchs. Bien sûr. Des matchs, je pèse bien mes mots. Et donc ça, c'est pas de la faute de Mike Budenholzer, ça. Ce qui est la faute de Mike Budenholzer, c'est le manque d'adaptation tactique. Ça, pour moi, c'est pour lui. Ah, mais par contre, les lancers qui rentrent pas... non, mais ça, c'est le leader qui ne fait pas son boulot. Et évidemment, pour faire la fiche complète, parce qu'il faut être juste là-dessus, c'est un effondrement global. C'est-à-dire qu'évidemment, lorsqu'on se ramène au tribunal, c'est Mike Budenholzer et Giannis Antetokounmpo qui passent en premier. Par contre, attention, la liste, elle est longue. Parce que des mecs derrière qui se sont pas aussi ajustés, où on s'est dit, que se passe-t-il avec... Comment ça va, Eric Bledsoe, que s'est-il passé avec Kyle Korver, que s'est-il passé avec certains joueurs, on les a vus sur le terrain et on s'est Kyle Korver, on a vu certains gars sur le parquet et on s'est dit mais que se passe-t-il en fait? Mais t'as raison. Ouais, carrément, t'as raison. Tout le monde passe. Tout le monde passe au tribunal. Il faut dire les choses. C'est un peu le problème de ces Bucks. C'est équipe magnifique, mais c'est vrai que si ça va pas à la tête, il y a personne pour remonter le bordel. Ça chute. Ça gagne collectivement, ça chute collectivement, quoi. Ça, c'est un truc qu'ils vont devoir travailler s'ils veulent espérer faire mieux que des demi de conf. Hein. Bien sûr, et on avait
évoqué le sujet dans une des 30 prévues en 30 jours, je dirais il y a 2 ou 3 ans, du leadership de Giannis, où on disait qu'est-ce qu'on veut voir, et sur les 2 années suivantes, énorme progrès là-dessus, et on voit le maton, quoi. Le mec, il arrive et il hisse tout le monde vers le haut. Et on avait vu des vrais progrès, et je pense qu'Alex, on l'avait bien loué là-dessus, Giannis, sur le leadership notamment. Ouais, parce qu'il y a eu quand même pas mal de matchs. Après, c'était de la régulière, mais il y a eu pas mal de matchs où Milwaukee démarrait pas bien ou quoi. Puis tu sais, avec ses rotations bizarres, la Budenholzer, il aime bien sortir Giannis très tôt dans le premier, et puis le remettre après. Ouais. Là. Et là, on a souvent vu, genre ça démarre pas bien, Giannis il revient sur le terrain, il colle un gros dunk, il met un contre, il fait un coast-to-coast, un machin, il sort les pecs, machin, et hop, Milwaukee est reparti. Non, bien sûr. Ça, il a su le faire, insuffler l'énergie, la rage de vaincre tous les soirs. Tout à fait. Et pourtant, de l'autre côté, on a vu aussi sur cette série face à Miami que quand le doute lui a été mis dans la tête, on a vu des gros zooms sur lui, on a fait... Ah, c'est pas ce qu'on avait envie de voir. Je suis pas physiologue, mais, mais de ce que je vois sur son visage, là, il y a des choses qui me troublent un peu. Complètement d'accord, il y a des choses qui nous ont énervés. Je pense qu'il y avait un mélange de frustration tactique parce qu'il savait pas comment faire et de frustration aussi envers lui-même où il s'est senti un peu impuissant parfois. C'est ça. Et pour un joueur comme ça, aussi dominant d'habitude, ça doit être une sensation assez désagréable, hein, ça c'est clair et net. C'est sûr. Donc du coup, les Bucks, voilà quoi, hein, ils se sont fait déboîter en demi de conf, ils sont sortis la queue entre les jambes, hein, la tête basse, allez vous dégagez de la bulle, et ça, on a enchaîné direct par ce que tu viens de dire, un Giannis, c'est quoi comme leader, machin et tout, et par genre, est-ce qu'il va re-signer, est-ce qu'il va rester à Milwaukee? C'est vrai, tout à fait. Et s'il y a bien un front office qui a eu une pression de malade pendant cette intersaison, il y a celui des Bucks. Hein. Tout à fait. Et je vois ton backdoor et je vais le prendre d'ici quelques secondes. Vas-y. Je ralentis un peu derrière l'écran. Ouais. Non, mais pas du tout. Tu poses quelques dribbles d'abord ? Non, pas du tout. J'en place juste une. C'est-à-dire que je pousse mon défenseur avant de passer, j'ai baissé l'épaule. J'ai juste l'étiquette qui est posée sur les Bucks en sortie de ces playoffs. C'est superbe équipe de saison régulière qui finit première mais qui n'y arrive pas lorsqu'il faut passer le cap et être en finale NBA. On a 2 finalistes NBA à l'Est ces 2 dernières saisons qui ne sont pas les premiers de l'Est. Milwaukee gère la régulière. Toronto puis Miami vont en finale NBA. Donc forcément, il fallait faire des gros mouvements. Et Alex, tu me l'as fait l'intro. On va tout de suite regarder le marché de l'automne. Le dernier gros tableau. Vous êtes prêts ? Allez, on régale. Le tableau des Bucks, ils arrivent, ils prolongent, ils s'en vont. Je me suis fait plaisir. Ils s'en vont, 800 tonnes de stress. On se permet. Ils arrivent... grâce à la colonne, ils prolongent, hein, pour celles et ceux qui n'auraient pas exactement. compris. Ils arrivent, Bogdan... Non. Je l'idée, par contre, ça vient. Ça, c'est bien. C'est bien. C'est un beau trade. l'idée était attendu dans beaucoup de franchises. Parce qu'en fait, voilà, t'as laissé partir, pas mal. Hein, ouais. T'as laissé partir le stress, on va en revenir dessus. George Hill et Eric Bledsoe sont dans le trade que tu viens de citer là de Giroux. Tout à fait, George Hill à OKC et Bledsoe à New Orleans. Ersan a été... Ils ont essayé de l'échanger contre Bogdan, puis finalement il a dû partir. Il est en transit à l'aéroport de Sacramento. Marvin Williams, l'autre, il a été laissé tranquille. Wesley Matthews également. Lakers. Oui, bien sûr, mais je veux dire en tant qu'agent libre, non, oui, tout à fait. Je dis pour les gens, évidemment. Kyle Korver, il est où maintenant ? C'est à l'EHPAD d'Atlanta ? Kyle Korver, il est au secrétariat général de la Poste. Non, Kyle Korver, en tout cas, n'est pas sous contrat avec les Bucks. Donc voilà, les départs... Et Robin Lopez, juste. Robin Lopez à Washington. Tout à fait, Robin Lopez à Washington. Des départs, bon. Écoute... Fallait bien bouger des choses, on a bien senti, ils se sont lancés les Bucks, ils ont commencé par faire péter un gros trade pour faire venir Jrue Holiday en lâchant George Hill et Eric Bledsoe, on a fait bien joué, parce que Jrue Holiday, il y avait du monde qui le voulait. Et personnellement, je pense que c'est quand même une upgrade par rapport à George Hill et Eric Bledsoe cumulés. Oui. Jrue Holiday, désolé. Ensuite, on était là genre, ok, ils vont récupérer aussi Bogdanovic, ça commence à être bien complémentaire là, Jrue Holiday, Bogdanovic, Chris Middleton, ils ajoutent du shoot, du machin. Comment Giannis pourrait ne pas re-signer quand même. Ouais, exactement, Giannis là, c'est bon là, quand même et tout. Et là, qu'est-ce qu'on apprend ? Bogdanovic, il n'avait pas signé en fait. En fait, c'était... Terrible, c'était terrible. Ce soir-là, quand on a vu, et je crois que c'était aux alentours, on parlait autour de la draft, puisque Simon était là et on discutait de cette affaire Bogdanovic, et on se disait, mais attends, c'est pas normal, parce que non seulement c'est une affaire rarissime, mais en plus, ça peut faire super mal aux Bucks, parce qu'on a appris par la suite que Giannis, qui n'est pas le genre de garçon qui va aller
draguer des agents libres. Hein. On l'a vu par le passé, c'est plutôt le genre de garçon à dire je travaille solo et je ne vais pas faire ami-ami avec des stars. Par contre, Bogdanovic, compétiteur Europe, ça, lui, il le voulait bien dans son effectif. Finalement, il va à Atlanta. Oui, et puis là, les Bucks, je veux dire, on s'est beaucoup moqué des Kings et tout, mais ils sont coupables aussi, les Bucks, dans cette histoire. Mm-hmm. Mec, vérifie tes trucs. Tu fais un sign and trade, vérifie qu'il y a eu un sign. Tu sais que le mec est agent libre, tu sais que le mec est en fin de contrat. Vérifie l'intérêt du mec. Ou si tu fais du tampering, fais-le bien. Voilà, fais ça discret, quoi. Tu vois, ou genre, au moins, maintenant, tu le sais, tu fais un sign and trade avec Vivek. Méfiance. Check les papiers, hein. Ça c'est sûr et certain. C'est tout. Donc là, ils sont aussi coupables là-dessus et ça a failli leur coûter cher parce que derrière, qu'est-ce que tu fais? Tu t'essayes de recoller les pots cassés. Ils ont bricolé, c'est ce que j'allais dire, c'est que Bobby Jrue Portis, c'est quand même très fort, mais Bryn Forbes, c'est qu'est-ce ça. qu'il y a eu d'autre là? Tu as Torrey DJ Craig Augustine, quand même qui débarque de Denver, tu as Bobby Torrey Portis Craig, qui c'est vient de un New bon York, petit coup. tu as DJ Augustine qui vient d'Orlando, Bryn Forbes qui vient des Spurs, Jrue Holiday qui vient de New Orleans. Donc en soi, tu as remplacé certains de tes vétérans par d'autres choses, c'est-à-dire que DJ Augustine, on va en parler dans une autre section, pourra apporter un petit peu de ball handling. Bobby Portis, il va pouvoir aussi shooter à 3 points et potentiellement se régaler dans le système de Mike Budenholzer. Mais évidemment, les jours qui ont suivi, il y a eu du stress, jusqu'à ce sacro-saint jour célébré pour toujours dans l'histoire du Wisconsin, j'ai envie de dire, prolongation max de Giannis Antetokounmpo, This is my city, 5 ans, 228 millions de dollars, Giannis ne bouge pas. Ça remplit à Milwaukee. C'est énorme, c'est incroyable comme nouvelle pour les Bucks. Les fans se sont levés, ont fait des majeurs ESPN, aux Lakers, au gros marché, tiens Miami. Tiens Dallas, tiens les Lakers, tiens qui tu veux. Quand même, une superstar dans l'ère actuelle qui décide de rester dans un marché où les agents libres, bon, pas facile. Pas mal bougé, je suis d'accord, c'est pas forcément facile. Et surtout après l'élimination de la demi-conf, il y avait un peu on se demandait ce qui allait se passer et tout, comment ils allaient pouvoir réussir à convaincre Giannis Antetokounmpo de rester. Alors de signer déjà dans un premier temps. Maintenant, il va falloir le convaincre de rester. Je trouve que faut bien décorréler ces deux éléments-là. Ce que je veux dire par là, c'est que tu te rassures parce que tu as 5 ans de contrat, donc tu vas pas te le perdre contre rien dans un an. Ok, ça d'accord. Par contre, dans les faits, ça garantit pas d'avoir Giannis encore 5 ans à Milwaukee. Il faut pas non plus exagérer. Si par exemple tu refais le même genre de saison que ça redégage en demi-de-conf, attention. Ah mais bien sûr, mais c'est pour ça que la attention au coup de fil de Pat Riley, genre... bien sûr. Salut Giannis, comment ça va? Giannis a pris, dans la continuité de ce qu'on a vu sur cette intersaison, Giannis a pris le fric là où il était posé et il a bien fait. On a vu LeBron prolonger, on a vu Anthony Davis prolonger, on a vu Paul George prolonger, on a vu plein de garçons prendre leur deal parce que incertitude financière sur ce qui se passe en ce moment et dans les mois à venir en NBA, tu prends ton cash. Donc Giannis l'a pris. Mais tu as raison de le souligner, jurisprudence Paul George à OKC, ce n'est pas parce que tu prolonges plusieurs années dans une franchise que tu ne peux pas utiliser ton pouvoir en tant que superstar pour dire allez hop, encore une saison, on finit premier de l'Est, où on fait encore du Budenholzer Ball et on tape dans la défense de Boston ou de Miami par exemple, et on sort, bon bah ça suffit quoi. Ça ne garantit pas qu'il y a jusqu'à 31 ans. Mais par contre, c'est vraiment un excellent signe. Ça montre aussi que les paroles récentes de Giannis n'étaient pas des paroles en l'air, en mode genre il n'est pas là pour se faire des amis. Tu sais, tout le discours, je suis pas là pour me faire des amis, je suis là pour gagner, je suis pas là pour aller me faire des conglomérats de stars, machin et tout. Ok, donc là, tu joins les actes, c'est-à-dire que tu signes un contrat à Milwaukee. Okay. Où tu as, attention, un très très bel effectif. Maintenant, le challenge, j'ai envie de dire, il reste entier en fait, finalement. Pour Bien sûr. Le mec vient d'être 2 fois MVP de suite, plus là, cette année, il était MVP Deepoy. Enfin, genre, il domine. Athlétiquement, c'est un monstre. Mentalement, je pense qu'il a ce qu'il faut. Maintenant, il y a un côté technico-tactique sur lequel il va falloir quand même taffer. Et parce que là, tu as eu quand même beaucoup de mouvements dans l'effectif. Donc moi, je sais pas trop, toi, Bastien, comment tu vois les choses. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même eu vraiment du mouvement sur des postes importants dans l'effectif. Donc déjà, la première mission, elle incombe à Bud. C'est-à-dire, genre, comment tu organises tout ça, quoi.
C'était bien, non, ou pas, comme transition? Elle était. En fait, je voulais te laisser continuer pour voir. Non, mais pour voir combien de temps elle allait durer, mais c'était la bounce pass la plus fluide de la saison. Non, parce que sur le marché de l'été, le marché de l'automne, pardon, j'ai l'impression qu'on a. Écoute, on a été complet. On a été complet. Je remonte une dernière fois le tableau pour les gens qui l'auraient pas forcément vu, mais non, c'est bon. Les arrivées, c'est assez complet. Hein. Tout à fait. Il y a eu juste en effet beaucoup de départs et en effet, on a Mike Budenholzer qui doit nous prouver plein de choses. On va regarder ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur, le point il est tendu, c'est le dernier point de cette série. Un meneur, un arrière, un ailier, un alien et un pivot. Nous sommes à Milwaukee, nous avons 5 joueurs à mettre sur le terrain et donc pour chaque franchise on se pose la question, la ultima question avant de faire la question de la mort. Y a-t-il des verrous chez les Bucks? 4 5. D'accord. Bah, je veux bien voir. À la main. Bah, Jrue Holiday. Sur l'aile. Middleton. Ailier fort. Giannis. Pivot. Bah, Brook Lopez. Et donc en arrière. Bah là, voilà, moi je trouve qu'il y a des options à tester. Dante DiVincenzo. Ah ouais? D'accord, mais pourquoi pas? Pourquoi pas en fait, tu vois, mais pourquoi pas Bryn Forbes? Dante DiVincenzo. D'accord. Moi je dis Bryn Forbes. Ok. Moi j'y crois, moi je pense que c'est possible. Moi je pense que c'est pas un titulaire en NBA, on l'a bien vu chez les Spurs. Moi je pense que Dante DiVincenzo c'est pas un titulaire en NBA non plus encore pour l'instant. En tout cas on a déjà vu le plafond de Bryn Forbes et je pense qu'on n'a pas vu le plafond de Dante. Est-ce que ça pourrait pas être Torrey Craig aussi parfois? Ce que je veux dire par là, c'est que on est d'accord, il y a 4 verrous, et moi j'ai le sentiment que Dante est un verrou. Mais s'il y a des options, on va les surveiller, et tu peux avoir du Bryn Forbes ou du Torrey Craig. Ce qui est bien avec Torrey Craig, c'est que tu as un plus défensif qui est très net, on l'a vu à Denver. Que Bryn Forbes, c'est un très bon sniper, parce qu'on l'a vu chez les Spurs. Il est un peu petit quoi pour jouer 2. Hein. C'est ça. Dante DiVincenzo, on est dans une forme de continuité. C'est-à-dire que même si on a eu des mouvements dans l'effectif, Dante DiVincenzo est là quand même depuis ses débuts. Alors il n'est pas depuis 50 ans, hein. Il est dans sa 3e saison si je ne dis pas de bêtises. Qu'il y a un côté potentiel à devoir développer. Et je trouve qu'il peut assez bien fitter avec ce groupe où il y a de l'expérience et de la qualité sur tous les postes et que lui peut vraiment se bonifier avec ça, quoi. Mais je comprends aussi que tu peux lui donner plus de responsabilités en sortie de banc et lui dire, bah tiens, vas-y, prends un peu de ball handling et de création. Et je le vois bien dans le 5. Tu peux aussi mettre Pat Connaughton. Hein. Je me demande si mon 5 préféré, c'est pas avec Torrey Craig, tu vois. Qui finalement va pas du tout demander le ballon, peut éventuellement prendre quelques tirs, on verra, mais surtout va se mettre sur des grosses missions défensives. Je trouve que ça te fait une équipe défensive, bordel. Ouais, bien sûr. Tu peux avoir Pat Connaughton aussi. Hein. Oui. Pat Connaughton, je suis pas étonné si aussi il arrive et il dit, bah tu sais quoi, vas-y, en fait, je peux être arrière titulaire. Il a été prolongé, on n'en a pas trop parlé, hein, mais il a été prolongé, il s'est fait plaisir hein, dans l'affaire, hein, parce que lui, il a pris du coup un bon deal avec les Bucks. C'est vrai. Mais ce qui est sûr, Alex, si je dis pas de bêtises, c'est que par rapport au mouvement qu'on a vu récemment chez les Bucks, on avait Bledsoe avant qui était titulaire, avec Middleton, avec Giannis, avec Lopez, et on avait sûr et certain un sniper. C'est ça. Et on avait sûr et certain un sniper. Matthews qui n'a pas été vraiment remplacé. C'est pour ça que d'instinct, je proposais Bryn Forbes, parce que je trouve que c'est lui qui a la qualité de tir pour faire ça. Ouais, mais il n'a pas la défense. Par contre, il n'a pas la défense. Torrey Craig, il a la défense, mais il n'a pas la qualité de tir. Et Dante DiVincenzo, il est un peu entre les deux. Comme Pat Connaughton, ils sont des profils différents, mais ils sont un peu entre les deux, je suis d'accord. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a cette interrogation. Moi, je partirais plus sur Dante personnellement, mais moi, je veux bien l'avis des fans des Bucks. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a 4 autres verrous, quoi. Ah oui. Ça ne bouge pas. Ah non, mais les autres, il n'y a pas de discussion, hein. Jrue sera titulaire. Est-ce que tu imagines des Augustine titulaires avec Jrue en 2 de temps en temps? Alors, pas titulaire, mais je pense que par contre, il y aura des line-up hyper intéressants. C'est bien que tu soulèves ce point parce qu'on aura des line-up avec de la création balle en main que j'aime bien. On sait que Middleton est capable sur pick and roll. On sait que Giannis, bon bah voilà, en ball handling, il n'y a pas de problème. Jrue apporte quelque chose que Bledsoe n'avait pas forcément. Et DJ Augustine apporte quelque chose que George Hill n'avait pas forcément. C'est un sniper. Augustine est capable de sanctionner, mais il peut aussi poser le ballon un peu sur le parquet, quoi. C'est vrai, tout à fait. C'est pour ça que j'en parle, parce que je pense que ça peut avoir un intérêt assez fort, en fait, dans toutes les complexités, toutes les contraintes de spacing que vont avoir les Bucks pour permettre à Giannis d'exprimer pleinement son potentiel. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Est-ce que
une question que je peux poser dans les rotations, puisque dans le 5 majeur, on essaie de faire un petit peu de tout. Est-ce que les départs, par exemple, de Robin Lopez et de Ersan Ilyasova, est-ce que Bobby Portis et DJ Wilson remplissent ces rôles-là? Est-ce qu'on n'y perd pas un petit peu? Si, on y perd certainement un peu. Après, Bobby Portis, on va voir comment il va se comporter dans ce genre d'environnement. Bobby Portis, mauvaise réputation, a été pas mal baldingué ces derniers temps. Ah si, quand même un peu mauvaise réputation, comment je dirais, un peu trop fort caractère. Bon, Mirotic, voilà. Il y a eu une affaire, mais sinon c'est un bon gars. Je dis pas que c'est un mauvais gars, je dis que sa réputation est pas forcément... Il a des choses à prouver, Bobby Portis. Est-ce que Bobby Portis, en rotation principale derrière Giannis et Brook Lopez, parce que c'est ça dont on parle, hein, ouais. Est-ce qu'il fait le taf? Moi, je pense qu'il va déjà la rotation principale, hein, je veux dire. Moi, je pense qu'il va se régaler dans le système de Budenholzer. Hein. On n'oublie pas que Bobby Portis, sur les 3 dernières saisons, c'est entre 35... des tirs, hein. C'est entre 35 et 40% à 3 points. Donc Portis, à mon avis, peut se régaler. Mais voilà, c'est juste qu'entre l'expérience d'Ilyasova, qui est quand même énorme, hein, et ce que pouvait apporter Robin Lopez aussi à côté de son frère, tu peux te dire potentiellement que tu y as perdu dans le deal, quoi. C'est quoi les autres gars? Donc c'est DJ Wilson. T'as DJ Wilson. Ils ont Justin Patton, le jeune là, le pivot là, je sais pas s'il est là. Oui, si, tu peux compter sur lui, mais bon, tu vas pas commencer à te dire bon bah c'est parti, on va filer quoi, on va pas faire descendre certains gars. Il va falloir encore compter fort sur Brook Lopez avec donc Bobby Portis derrière lui, et bon, on peut considérer que c'est pas forcément là qu'il y a le plus d'assurance chez les Bucks. Non, mais bon, tu auras aussi beaucoup de 5 avec Giannis en pivot aussi. Hein. Tout à fait. Tu auras des 5 où Giannis est en pivot et où tu as des ball handlers dans tous les sens. Des ball handlers dans tous les sens, et en fait ton 4 c'est un peu Middleton parce que t'as Connaughton et Torrey Craig et Giroux, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est assez long, hein, comme 5, hein, attention. Tout à fait. Ou tu le mentionnais tout à l'heure, où Torrey Craig, qui n'est pas forcément le joueur le plus grand, mais qui par contre est bien costaud, peut tenir des 3, voire des 4, certains 4 hein, dans certaines match-up, et donc tu te dis, bon bah vas-y, le verrou polyvalent à la Iguodala, entre guillemets, ça va être notre Torrey Craig, et par contre autour de Giannis et tout ça, il y a du sniper. Ça peut être pas mal. Ouais. Bud a des options, il y a eu du ball handling d'ajouter. C'est un bel effectif. Hein. Ah non, mais c'est bien. Ouais. Du ball handling, du shoot aussi, hein, parce que moi je trouve que Jrue Holiday, Augustine et Bobby Portis qui débarquent, ça ramène quand même du shoot. Hein. C'est... Par rapport à Bledsoe. Alors, ouais, là où je suis d'accord avec toi, c'est que ça peut ramener du potentiel shoot, mais Jrue Holiday, c'est quand même... C'est pas non plus la régularité ultime en termes de shooting. Non, je pensais plus à Augustine. Là. C'est ça. Augustine et Portis peuvent apporter du shoot, mais j'ai l'impression... Après, c'est moi, hein, mais j'ai l'impression qu'en shooting, tu y perds un peu parce que... Korver, Matthews, George Hill, Ilyasova, wow, c'est des machines. C'est des machines. Mais pas tant que ça finalement. Mais voilà, tu t'es bien ajusté avec Augustine et Portis, surtout dans le contexte dont tu as parlé tout à l'heure, qui était que, wow, en sortie de deal Bogdanovic, il fallait que tu te rattrapes très très rapidement. Exactement. Ouais, donc, non, Budenholzer a dans les mains un des meilleurs effectifs de la ligue. Point barre. Et donc, sur cette phrase très importante, Alex, je crois qu'on a une grosse question à se poser. Ouais, faut aller à la pregunta, là. Eh bien, c'est l'heure de la question de la mort. Je me suis juste permis de mettre une photo de Curry qui susurre à l'oreille de Giannis, parce que comme tu l'as dit, c'est pas parce qu'on signe un contrat que ça veut dire qu'on va rester 5 ans là-bas. C'est bien Golden State. En pivot, derrière James Wiseman. La question de la mort, vous le savez, c'est la dernière question de la mort. Celle des 30 prévues en 22 jours. Comme pour chaque franchise, on se pose une grosse question et on essaie de savoir ce qui va justement rythmer les discussions et les débats et les cauchemars comme les rêves de nos amis les Bucks. Alors qu'on entend tout de suite Ersan Ilyasova qui essaye de réintégrer l'effectif sur la pointe des pieds. Mon cher Alex, la question de la mort, elle est très très claire. Alors qu'il se marre. On entend la question de la mort qui arrive. Et donc pour les Bucks, Alex, je pense qu'on est d'accord. On en a parlé nous en off. Tu ne te poses qu'une question, c'est Mike Budenholzer, avec cet effectif, tu dois absolument éviter le scénario que tu as connu là ces 2 dernières saisons. Que faire pour éviter le scénario de ces 2 dernières saisons? C'est-à-dire bête de saison régulière, déception en play-off. Je pense qu'il faut qu'il y ait de la remise en question. On vient de parler de remise en question côté Clippers. Moi, je pense qu'il faut qu'il y en ait aussi côté Bucks. Pas sur les mêmes points, hein, pas sur les mêmes points, sur d'autres points, mais clairement, ça commence par là. De toute façon, quand tu vis un échec comme ça, on peut pas parler de choke vraiment, parce que en fait, ils n'ont même pas eu l'occasion de choquer, ils n'ont pas dominé la série contre le Heat, tu vois.
Donc ils se sont fait juste déboîter, tu vois. Ils ont même pas pu choquer, tu vois, tellement ils se sont fait déboîter. C'est un beau choke quand même, mais je vois ce que tu veux dire. Non, mais il y a un choke global, parce que c'est un choke pour eux de n'aller qu'en demi-de-conf. C'est pas un comeback, quoi, oui, voilà. Mais sur la série contre le Heat, je te dis, ils ont même pas eu le temps de choke. C'est un choke global, en fait, quoi. Mike Budenholzer, qu'est-ce que je fais? Je commence par Giannis, je commence par Mike Budenholzer. Je t'en prie, the floor is yours, fais-toi plaisir. Je vais peut-être commencer par Giannis Antetokounmpo. Parce par Mike Antetokounmpo. On a beaucoup taclé, évidemment, hein, Mike Budenholzer. Là, on s'est moqué de lui, les rotations, les minutes, et incapable d'être un petit peu créatif tactiquement quand Eric Spoelstra te propose un théorème de Giannis que tu n'arrives pas à résoudre. Enfin, tu vois, genre, voilà, c'est relou. Mais Giannis Antetokounmpo, j'ai parlé de ses lancers tout à l'heure, mais moi, je suis très sérieux là-dessus. Je pense que Giannis Antetokounmpo doit commencer par ok, il est très fort, ok, il a du mental, ok, il défend, il est athlétique et tout. Mais mec, t'es pas le Shaq en fait. Tu l'es pas en fait. Tu vois, il y a des solutions tactiques pour te niquer, quoi. Donc faut que tu mettes tes lancers. Point barre. Point barre. Tu dois mettre des lancers. Pour moi, c'est la base du début du délire. Si Giannis Antetokounmpo travaille et arrive, il en a le toucher. On le voit mettre des paniers avec du toucher. On le voit de temps en temps mettre des petits shoots un peu dans le périmètre, plutôt au free throw line extended. On a même vu des petits fade-away, des petits jets. On s'est fait, oh putain. L'autre, s'il commence à mettre des dirks, bonjour. Sauf qu'en fait, il n'est pas régulier. Les équipes le laissent faire ce genre de choses. Giannis Antetokounmpo doit travailler sur sa technique et doit arrêter de devenir une blague sur la ligne de lancer. Il a pas le choix. Ouais, il y a trop de setup encore, on enregistre, on voit des airballs et on fait genre c'est normal. Il a pas le choix. Déjà pour lui, pour les points, pour le mental de tout le monde autour. Je pense que tout Milwaukee, si tu peux plus trop faire faute sur Giannis, enfin tu peux toujours, hein, parce que c'est peut-être mieux que de prendre un dunk sur la tronche. Sauf que là, le mec, il est à 75, 78%, tu vois, parce qu'il a travaillé, parce qu'il est capable de mettre des lancers, en fait, pour ton équipe, pour ce que ça dégage, c'est plus pareil. En fait. C'est ça, je T'as rappelle. Plus Middleton qui fait « Ah putain, merde, il a de lancer Giannis, merde, attends, on va pas marquer de points, là. Merde, fait chier. » Tout à fait. C'est une pression globale. Je suis d'accord. Et pour les fans, j'imagine même pas. Parce que quand Giannis va sur la ligne aujourd'hui, t'es plus genre, bon, pile ou face, les frères. Je rappelle les stats, puisque tu mentionnes ce point-là. 63% de réussite en prenant 10 lancers par match la saison dernière. Et pourtant, il y a 2 ans, 8,5 lancers pris, 76% de réussite. Il est capable. C'est dans la tête. C'est du travail et c'est dans la tête. Il est capable. Ça baisse. En fait, il est sur 2 saisons de suite où ça baisse au lancer. C'est pas normal parce que c'est hyper frustrant d'être. Je te laisse la parole juste après. Mais c'est hyper frustrant de se dire que quelque part, un joueur est à ça du cheat code en fait. C'est-à-dire que si Giannis met vraiment ses lancers, mais on est tous dans la merde, rien que ça déjà. Rien que déjà s'il met ses lancers régulièrement, en prenant toujours 10 à 11 lancers par match et en mettant ses adversaires dans la sauce au niveau des fautes. Exactement. C'est-à-dire que la défense du Heat, tout aussi magnifique soit-elle, lors de la série contre Milwaukee, magnifique, très bien organisée, ils ont les joueurs pour mettre devant Giannis, la Crowder, Iguodala, même Butler, Adeba, ils ont fait un taf magnifique. Bien sûr. Avec du collectif incroyable. Enfin voilà, c'était parfaitement planifié de la part de Spoelstra. Sauf que, en fait, au bout du compte, quand tu regardes, les moments qu'on fait vraiment mal, c'est pas forcément ceux où Giannis a tapé dans le mur. C'est ceux où il a tapé dans le mur, il a pris la faute et il a pas mis les lancers derrière. Parce que c'était tellement dur de bien scorer et tout, ils avaient besoin, en fait, en termes de points et en termes de mental de ces points-là. Et en fait, il faut que Giannis Antetokounmpo, j'espère qu'il va prendre conscience de ça, il faut qu'il prenne conscience que lui, le cap qu'il a à passer, il passe aussi par là, il passe par le côté genre, il faut que tu apprennes à redominer quand les mecs trouvent des solutions tactiques en face de toi. Tout à fait, il y avait une question dont on parlait en off, Alex, juste avant de tourner, qui était celle de la capacité de ce duo Budenholzer-Giannis à pouvoir gagner un titre, et c'est celle qu'on voulait remettre justement sur le tapis, cette question de la mort. Là, tu t'es bien occupé de Giannis, je suis d'accord sur tous les points, évidemment. Budenholzer, moi je l'ai beaucoup plus... Ça ne veut pas dire que j'ai pas Giannis, mais je l'ai énormément dans mon viseur et je l'ai beaucoup plus que Giannis parce que l'ayant bien connu à Atlanta, j'avais parlé de ces prémices-là en play-off. Attention au jeu de Budenholzer, c'est-à-dire
très bien sur les playoffs de l'année précédente, où ça roulait sur Boston et Détroit, je crois, les 2 premiers tours. Et où après, quand tu te retrouvais face à un coach tactique qui s'ajuste bien, Toronto, Nick Nurse, eh ben, tu voyais des limites. Il faut que Mike Budenholzer ne lance pas un futur hashtag, si tu veux. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation, là, sur les prochains playoffs, où on... Parce que, Alex, on est d'accord, hein, et je pense que la plupart des gens qui regardent cette preview seront potentiellement d'accord, c'est les playoffs prochains, là. Quand on retrouve des Bucks qui sont une bête de série, et qu'on va se rapprocher de Giannis, de Jrue ou de Middleton qui sont à 35 minutes, toi et moi, on va regarder le chrono ou pas ? On va regarder un peu le chrono pour voir si ces mecs restent sur le terrain. Parce que si à ce moment-là, il y a sorti et qu'on dit genre wow, qu'est-ce qui se passe ? On reste encore sur le même délire. On va redonner à DJ Augustin et Bobby Portis la responsabilité de devoir exécuter dans des situations chaudes ? Non. Mais complètement d'accord avec toi, et d'autant plus que, entre l'année là que tu viens de dire, il y a eu les Raptors d'abord en finale de conf, et après il y a eu le Heat là en demi, d'accord ? Contexte différent, blablabla et tout, ok, très bien. Mais, face aux Raptors, ils se sont fait battre, on a été déçus, mais ils sont passés à ça de mener 3-0. Bien sûr. D'accord ? Ils sont passés à ça de mener 3-0. Et en face, il y avait une équipe, extrêmement bien coachée, mais il y avait des vrais gros joueurs d'expérience. Il y avait un Kawhi Leonard en route pour le MVP des finales et tout machin. Mais moi, ce qui me travaille le plus, c'est que je trouve qu'ils ont fait moins bien, là. Bien Sans faire offense au Heat, je pense que aussi les Bucks ont, ils ont déjoué total, ouais. Ils ont rétrogradé, ils ont déjoué d'un playoff à l'autre, moi je trouve. Ah, bien sûr. Je trouve qu'ils sont passés beaucoup plus près contre les Raptors qu'ils ne sont jamais passés contre le Heat. Et c'est pour ça que c'est inquiétant. Bien sûr, et c'est pour ça que quand on fait le jeu du tribunal, on peut dire que c'est telle et telle responsabilité, mais qu'en l'occurrence, on a des choses sur lesquelles, tu l'as dit, il y a de la remise en question du côté de Giannis, que moi du côté de Budenholzer, j'adore les branler en saison régulière, mais il y a un moment où, comme on en a parlé la saison dernière, tu t'en souviens, je pense, on a regardé les matchs serrés des Bucks et on a vu quand Miami, je crois, s'était déplacé à Milwaukee et qu'on voyait des money time où on se disait, alors, comment ça exécute ? Parce que Mike Budenholzer et Giannis, 3e quart-temps, on passe de plus 8 à plus 24, champion du monde. Je pense qu'il n'y a personne qui peut être aussi bon qu'eux là-dessus, sur des gros runs de salopards où en fait, tu es obligé de déposer les armes. Mais les équipes championnes, ce sont des équipes, quand il y a de la difficulté, comment tu exécutes ? Lorsqu'il y a n'importe quel match là, de la saison à venir où il y a 88 partout et il reste 6 minutes, ce seront mes matchs préférés des Bucks. Parce que là, si tu n'as pas de remise en question et où, parce qu'on n'a pas trop, quelque part on n'a pas mentionné son nom, mais ça a été comme ça toute sa carrière, et où tu n'utilises pas assez bien Jrue Holiday, qui est quand même la nouvelle arme que tu rajoutes. Jrue Holiday et Middleton, il y en a deux là. C'est incroyable, on n'arrête pas de les pas mentionner, bon c'est comme ça tout le temps, mais il faut aussi que tu équilibres un peu mieux tes systèmes, parce qu'ils ont été aussi beaucoup Giannis dépendants. Il faut que tu rééquilibres un petit peu les forces pour que Jrue Holiday punisse à sa manière, Middleton punisse à sa manière. C'est quel match qui gagne contre le Heat déjà ? Je me rappelle plus. C'est le Middleton Game. Tiens, dis donc. Ah bah merde alors. Bien sûr. Ah, ça va Mike Budenholzer ? Ben ouais, t'as un ailier de niveau All-Star en plus de Giannis dans ton équipe, gros. Ouais, qui a fait une saison de salopard. Hein, putain. Mais bien sûr. Ouais. C'est un scandale la manière dont il a été utilisé contre Miami par Mike Budenholzer. Je suis désolé, c'est un scandale. Il n'y a pas que les minutes, il y a le jeu aussi. Oui, bien sûr. Quand Giannis est autant en galère que ça, file la balle à Budenholzer. Budenholzer file la balle à Middleton. Ouais. Putain. Enfin, je veux dire, je dis pas que c'est facile, je dis juste, ça s'essaye en fait. Ah, bien sûr. Et demande à Giannis, je sais pas, de jouer pivot. Demande à Giannis de faire des écrans et de rouler. Tente des trucs tactiques, quoi. Là, moi, il m'a rendu fou à ce niveau-là, Budenholzer. Autant Giannis m'a rendu fou avec les lancers et puis certains, comme tu l'as dit, toi, le body language à certains moments qui était relou. Et il s'est blessé après, donc c'est plus dur à gérer. Il s'est fait mal à la cheville et tout, machin. Ok. Mais Budenholzer, là, tu viens de parler de Jrue Holiday, commençons déjà par Middleton. Si cette saison, les Bucks se refont fumer alors que Middleton et Jrue Holiday sont sous-utilisés, non, mais là, ça va. Ah, bien sûr, non, mais là, c'est là que ça va péter un câble. Merci, tout à fait. Non, je suis d'accord. Et c'est en ça que, quelque part, la modification de cet effectif est assez bienvenue. C'est-à-dire que tu repars, certes, sur une mission qui est dans la continuité de la dernière saison, mais avec des nouvelles têtes. Donc, on attend, je pense, assez impatiemment, Alex, l'impact d'un garçon comme Jrue Holiday. Parce que dans certaines situations bloquées et ou dans la discussion entre un coach et son meneur, eh bien, tu peux avoir des évolutions tactiques. Ou en fait, Jrue Holiday, qui n'est pas non plus un muet, va dire « Excusez-moi les gars, juste temps mort, est-ce que vous voulez pas qu'on mette des snipers dans les coins et qu'on fasse un pick and roll, Jrue Holiday, Giannis Antetokounmpo ?» Parce que là les mecs,
venez nous défendre quand moi ça va switcher sur un pivot ou que Giannis va rouler sur un petit. Mais Giannis qui roule, c'est une option tactique dont je connais pas le pourcentage d'utilisation par les Bucks, mais je sais qu'il est famélique et ça m'énerve. Voilà. Ça m'énerve. Disons qu'il n'est pas assez utilisé là-dessus. Ça m'énerve. Giannis qui vient mettre un écran et qui roule, c'est chaud à défendre. Si tu as des mecs comme Middleton et Jrue Holiday qui sont capables de tenir la balle, de gérer un écran et de faire la bonne passe... Non, bien sûr. Et c'est en ça qu'il y a des vraies perspectives intéressantes sur la saison à venir. Moi, on en a parlé, Alex, dans le 5 majeur. Le fait qu'il y ait des garçons comme DJ Augustine, par exemple, qui débarquent et qui a un petit peu plus de ball handling, l'évolution de certains autres joueurs. Peut-être le truc qu'on peut le plus souhaiter, ou en tout cas ce que je souhaite le plus là aux Bucks, c'est que malgré leur réussite en saison régulière, j'aimerais qu'ils soient moins prévisibles. Même s'ils ont été hyper insolents offensivement, on le disait, bête de rating et capable de mettre des sauces. Je pense que ce que j'aimerais le plus, quelque part, c'est qu'il y ait parfois des défaites, mais que je sois surpris de certains choix offensifs pour que je me dise, ça je connaissais pas, je m'y attendais pas, mais on n'est pas sur drive, lancer, kick-out. Drive, 3 points, kick-out. Ouais, tout à fait. Être surpris, quitte à ce que de temps en temps soit surpris, qu'on dise, ah c'est pas terrible, tu vois, mais au moins qu'on soit un peu surpris, comme ça ils essayent. Et notamment, un autre truc qu'on n'a pas du tout évoqué là, c'est la défense. Donc défense de ouf, hein, d'accord. Par contre, quand ça marche pas ta défense contre le hit qui se fait trop plaisir sur les extérieurs, donc tu changes pas ta défense du tout, de toute la série. Ah non, mais bien sûr. Bah ça, tu vois, quitte à reprendre des sauces, j'aurais bien aimé les voir essayer des trucs. Ouais. Et alors, je te parle même pas de s'entraîner à attaquer sur la zone, bref. Ah, bien sûr. Donc, mais je suis d'accord avec toi, des surprises, tester des trucs, essayer, utiliser la profondeur, là, les nombreux et différents talents que tu as, quoi. Ouais, je pense que là, Alex, si je dis pas de bêtises, un peu pour résumer cette question de la mort, on avait un management qui avait des choses à gérer. Ils ont arrivé, Jrue Holiday. Il y avait un franchise player qui avait des choses à gérer. Il a pris sa prolongation de contrat, let's go. Tous les viseurs sont sur les joueurs, certes, mais sur Mike Budenholzer. C'est à lui, là, de faire la différence. Tout le monde a géré sa part du boulot, on est d'accord. On a tout à fait d'accord. Une salle, un management, une présidence, un franchise player qui a dit « je buy-in », donc c'est vrai, c'est bon, c'est acté, je suis là. Maintenant, les gars, on y va, là. Tout le monde a respecté sa part du deal, il faut que Bud le fasse aussi. Je suis d'accord, je suis vraiment complètement d'accord. Et j'espère pour eux qu'ils vont trouver l'énergie, les solutions pour faire là tout ce qu'on est en train de dire, parce qu'ils sont devant un challenge incroyable. C'est clair. S'ils viennent de faire 2 régulières énormes et 2 playoffs décevants, ils ont, dans leur effectif, honnêtement, je veux dire, après Giannis, vous le classez comme vous voulez, mais c'est un top joueur NBA actuel, il est double MVP, il est défenseur de l'année et tout, plus 2 que je qualifierais de lieutenant de niveau All-Star. Bien sûr. C'est très lourd. Ah non, mais les ingrédients sont là. On est d'accord qu'on est dans une cuisine de champion. Il y a de la pression là. Il y a de la grosse pression là. On est d'accord. Dites-nous ce que vous pensez de cette question de la mort, que vous soyez fan des Bucks ou non. Nous, Alex, on va devoir décerner un trophée du peuple. Allez, un Gérard, c'est parti, vas-y. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex, le dernier backflip. Il est là, le dernier backflip. Hop là, et voilà, c'est propre. Il était très beau. Et c'est comme ça qu'on aime finir les choses. C'est l'heure du Gérard d'or, le trophée du peuple. Vous le savez, pour chaque franchise, on le décerne à un joueur qui va nous faire cliquer sur son équipe. Alex, qui est ton dernier Gérard d'or, celui des Bucks? J'ai bien parlé de Giannis, j'ai déjà mis mon petit coup de gueule sur Middleton. Je vais, dans la continuité de ce que tu disais juste avant, je vais parler de Jrue Holiday en Gérard d'or. Parce que c'est un joueur que j'adore, un joueur que j'aime beaucoup regarder, je trouve très élégant. Je suis d'accord avec toi quand tu as parlé de petite montagne russe, de Jrue Holiday dans parfois les performances. Je vais être très intéressé, c'est pour ça que c'est mon Gérard d'or, parce que est-ce que Jrue Holiday est le poste 1 titulaire d'une équipe qui gagne le titre? On a parlé des Lakers, on a parlé des Clippers. Ils ont quoi d'autre comme objectif que le titre, les Bucks? Ils ont quoi d'autre? Rien du tout. Non, tu vois, rien du tout. Donc, tu as parlé on a tous les deux parlé en bien du niveau, de ce que peut apporter Jrue Holiday, notamment en attaque, évidemment, quand il est à la création, et aussi défensivement. Jrue Holiday, c'est une bête défensive sur les lignes extérieures, sur plusieurs postes. Les Bucks ont besoin d'un Jrue Holiday qui s'inscrit dans la régularité et dans la continuité. Ce qui les a tués en partie, mais un des trucs qui les a tués aussi en playoff, c'est... Il était où Bledsoe? Il était où le meneur des Bucks? Il a fait quoi comme playoff? Je regarde sous la table.
Jrue Holiday doit montrer que genre, il doit absolument montrer que genre, il y a Eric Bledsoe, il y a Jrue Holiday, tu vois. Il doit montrer ça. Et il doit pas le montrer genre sur 2-3 matchs, il doit le montrer toute la saison, playoff compris. S'il arrive à faire ça, je pense que ça peut être un gros changement et un gros cap pour les Bucks dans leur quête incroyable de titres. On en est où contractuellement ? Contractuellement, il me semble qu'il en a encore une derrière. Jrue Holiday ? Je crois qu'il a agent libre là, hein, en sortie de cette saison. Il a pas la player option derrière. Je pense que... excuse-moi. Non, mais je te mets on the spot, c'est pas très cool, mais je vais te le dire tout de suite. Jrue Holiday, il a une player option à 27 millions derrière. Ah. Bon, c'est ça. Donc il en a encore une, quoi. À 27 millions, il va la prendre, hein. Fais-moi confiance. Hein. Tu penses ? Jrue Holiday, 27 millions. Franchement, il va prendre sa player option. Tiens, je le dis maintenant, vous l'aurez entendu ici en premier. Moi, je dis exactement le contraire. Tiens. Ah bon ? D'accord, ok. Mais tiens, c'est intéressant. D'accord. Mais donc oui, c'est ton Gérard Dor, c'est lui qui va faire la diff. Mais là où on l'attend le plus, c'est pas contractuellement. Non, là où on l'attend le plus, c'est est-ce que Jrue Holiday est un élément important d'une équipe qui gagne le titre, notamment sur le poste 1, qui est son vrai poste naturel à la base et qu'il va retrouver là. Tout à fait. Quelle est la hiérarchie des meneurs à l'Est ? Quelle est la hiérarchie des meneurs à l'Est ? Qu'est-ce qui se passe quand il y a Kyrie Irving en ville ? Trae Young. Ou Trae Young, ou je sais pas moi... Est-ce que c'est possible que si tu rejoues le hit en playoff, est-ce que c'est possible que tu te fasses pas faire une mixtape par Goran fucking Dragic par exemple ? Ouais, bien sûr. Ou que par exemple, tu vois. Tout à fait, ou que Tyler Hero finit dans sa poche arrière. Non, bien sûr. Tu vois ? Ils en ont besoin les Bucks de ça. Hein. Très fatigant, tout à fait, je suis d'accord. Jrue Holiday, un des joueurs les plus sous-estimés et attendus de cette saison. Mon Gérard Dor, c'est Donte DiVincenzo. Pour des raisons qui sont particulières. Déjà, il est roux. Oui, tout à fait. Ça, c'est une des raisons, non ? Voilà qui est objectif et particulier. Non, surtout, c'est de l'analyse fine, ça. Exactement, et particulièrement fin dans l'expertise avec un H. Non, surtout Donte DiVincenzo. Il y a un potentiel qui est réel. On a un garçon qui, toi tu connais bien évidemment, que poteau avec Michael Bridges pour avoir fait sa formation du côté de Villanova, avec Jalen Brunson et Omari Spellman, des légendes du jeu. On l'a vu bien démarrer à Milwaukee dans le système de Budenholzer avec des vraies responsabilités. Je checkais juste avant que tu démarres ton Gérard Dor. Donte DiVincenzo, c'était le 6e plus gros temps de jeu des Bucks derrière les cadres. C'est-à-dire que tu avais Giannis, Middleton, Bledsoe, Lopez, Wes Matthews. Tout de suite derrière, c'est Donte, devant George Hill, Marvin Williams et Pat Connaughton. C'est un garçon qui a du talent, tellement de talent que lorsqu'il a été question de faire un trade pour Bogdan Bogdanovic, c'était lui la pièce principale. Sauf que du coup, le deal n'a pas eu lieu et Donte DiVincenzo, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est pour ça que c'est mon Gérard, tu es un garçon avec du talent. Tu sais foncièrement que ton management a voulu te transférer, que tu es dans une équipe avec une pression folle pour aller chercher le titre, que tu vas, toi, devoir bientôt montrer que tu mérites aussi ton cash. Et que dans ces questions dont on parlait au niveau du 5 majeur et des responsabilités, c'est quoi Donte DiVincenzo en fait ? C'est le capitaine du banc ou est-ce que c'est le complément parfait dans le 5 majeur ? J'aime beaucoup le potentiel de ce garçon. Je pense qu'il y a des vrais progrès dans la régularité à faire à 3 points parce que s'il débloque ça, ça peut être une dinguerie totale pour les Bucks. Mais j'aime son côté compétitif, sa feistiness comme on dit, le fait qu'il va se donner pour l'équipe avant tout. Et je pense que dans toute équipe championne, il faut qu'il y ait des jeunes qui parfois s'élèvent et qui dépassent un petit peu leur cap. Je pense que on peut critiquer évidemment et on va se permettre le management des Kings, mais ce n'est pas pour rien que s'il y a eu un trade avec Bogdanovic, la pièce principale c'était pas Ilyasova, c'était pas DJ Wilson, c'était Donte DiVincenzo. Ça veut dire que les Bucks et de nombreux managers pensent que c'est un garçon qui a du potentiel à développer. J'ai hâte de le voir et je pense que c'est lui plus que quiconque qui peut essayer d'apporter cette force en plus à côté des joueurs qu'on connaît déjà. On connaît le plafond de Brook, on connaît le plafond, entre guillemets, de Giannis, on connaît le plafond de Jrue Holiday et celui de Middleton. Je ne sais pas quel est celui de Donte DiVincenzo et je pense qu'on va le voir. C'est sûr que c'est, en termes de marge, c'est sûrement celui qu'on a le plus. C'est ça. On est d'accord. Enfin, ou alors si c'est Giannis, tu vois, bon. Si c'est Giannis, on arrête. Je veux bien, hein, mais c'est ça. Mais non, mais voilà. Que Giannis va tourner en 38-18 la saison prochaine. C'est ça. Hein, Mais moi, il m'intéresse pas mal Donte, donc à surveiller de près, puisque après on aura des négociations contractuelles en fin de 3e saison. Ouais. Monsieur Donte DiVincenzo. Pas facile de démarrer une saison de retour dans une équipe qui t'a transféré quand même et qui, suite à une situation assez extraordinaire, te récupère. Non, c'est pas facile, je suis d'accord. Ça peut aussi devenir très Faut voir comment ça se passe dans le groupe en fait. Exactement. Jrue Holiday pour Alexandre Gérard Dor, Donte DiVincenzo pour Bibi, évidemment. Vous pouvez dire oui, vas-y. Non, rien. Tu fais des... D'accord, magnifique. Tu fais la suite chorégraphique. Dites-nous qui vous a fait. La transition gestuelle en fait. La transition de Budenholzer. Dites-nous qui vous avez en Gérard Dor. Nous, Alex, on a une dernière section. Pronostico.
Exactement, c'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Le dernier pronostic de la saison. Vas-y Alex, je te laisse faire l'intro. C'est plus facile celui-là. Qu'est-ce qu'on a chez nos amis de Paris en Sport? Eh bien, tu sais qu'on a fait les champions Lakers, on a les champions Clippers. J'espère que tu es prêt pour la cote des Bucks champions. Elle est à 7 boostée. Elle est moins bonne que les Lakers et moins bonne que celle des Clippers. C'est assez logique au vu de la saison dernière. Ça peut vite bouger en cours de saison, ça. Putain. C'est pas si mal, hein. C'est une belle cote. Hein. Je vais essayer, Alex, de regarder un truc pendant que tu me dis ce que tu On a une équipe qui va arriver d'éther, là. On a une équipe qui va arriver d'éther. On a une équipe qui a un over-under à 50,5. Si je dis pas de bêtises, depuis le début de la série de ces 30 previews, c'est l'over-under le plus haut. Donc l'over-under sur la régulière, bien évidemment. Ouais. Donc l'équipe qui a l'over-under le plus haut sur la régulière, elle a que la 3e cote pour le titre. Voire même 4e, je me demande Brooklyn où ils sont. C'est ce que j'allais checker justement à l'instant. C'est ça, hein. Voir les paris sur la compétition. Et donc du coup, ça veut dire que c'est vraiment représentatif des Bucks. C'est-à-dire sur la régulière, ils ont le plus haut over-under. Par contre, pour les cotes pour le titre, ils sont 4e. Lakers... Non, ils sont vainqueurs de la saison. On a les Lakers... On en avait parlé là, qui était à 370 boosté à 5. On a les Nets et on a les Clippers, c'est ça avec les Bucks. C'est ça, ils sont 4e. Et d'ailleurs, on a Boston, Miami, Philadelphie. Putain, les Bucks. C'est ça. Damn. Show me some respect. Autre petite cote intéressante, Giannis, meilleur rebondeur de l'année, de la saison, c'est qu'à 3,50. C'est vrai qu'il en gobe, le salaud. Il fait pas semblant. Giannis meilleur scoreur, c'est à 10. Bon, là, c'est un peu plus un long shot. Ouais. Enfin, il a foutu 30 points par match quand même la saison dernière. Tout à fait. S'il rentre des lancers, l'autre, attention. Après, tu sais que James Harden aux Wolves, ça va être quelque chose. Hein. Ah bon, mais je croyais que... D'accord, je me suis trompé. J'ai mal compris. J'ai mal compris les rumeurs. Dites-nous ce que vous pensez en tous les cas de ces cotes. Nous, on va devoir se faire un petit 24 secondes si tu es prêt, mon cher Alex. Ouais, vas-y. Ce sont les 24 dernières secondes. Dans cette section, vous pouvez le faire aussi, c'est résumer la saison à venir et jouer aux experts, les 2-20 pour les copains de Giannis sur les prochains mois. Attention Alex, 3, 2, 1, Dan Gadzuric. 52 victoires pour les Bucks cette saison. Je leur donne le plus gros bilan de l'Est et de la Ligue en global. On a défoncé Budenholzer pendant la longueur de cette preview. Il faut reconnaître qu'en régulière, ça gagne des matchs. Le système Budenholzer, ça va être la même chose cette saison. Les Bucks vont gagner plein de matchs, vont défendre dur, Jrue Holiday, machin, tout ça. Ça va fonctionner en régulière. Honnêtement, je m'en fous complètement. C'est pas du tout là que j'en ai rien à battre. Je vais la regarder quoi, allez. Je vais les regarder un match sur 8 en régulière, les Bucks. Alors, c'est annoncé. Quand on... Ah bon, clairement. Sauf si vraiment on voit que ça se passe pas comme il faut du tout. Mais sinon, je vais regarder un match sur 8 juste pour voir un peu, pour être sûr de ce qui se passe. Mais alors, clairement, eux, avant le 22 mai, je ne suis pas stressé, je n'ai pas la pression. Par contre, à partir du 22 mai, alors là, les gars, on n'a pas le droit de se foirer cette année. Ok, très bien, c'était complet. Allez, moi aussi, c'est un peu long. Mais tu sais quoi, je vais me permettre aussi pour l'âge des 24. 3, 2, 1, top chrono. Meilleur bilan de la NBA, 55 victoires sur 72 matchs. Je me prévois un gros bilan pour les Bucks qui sont en mission avec encore un gros Giannis dans la course au MVP. Une très bonne intégration des joueurs, que ce soit Portis, Augustin dans le système Budenholzer ou Jrue Holiday. Il y a trop d'options, il y a toujours la même défense, il y a encore plus d'attaques. Je pense qu'ils vont vraiment nous surprendre là-dessus avec un petit peu le viseur sur eux. Moi, à la différence de ce que tu disais, autant je vais essayer de regarder évidemment tous leurs matchs, mais surtout, suivez-moi ceux qui le veulent lorsqu'on est, comme j'ai dit tout à l'heure, à 4e quart-temps, 90 partout, 5 minutes à jouer. N'importe quel match serré des Bucks est un must-watch TV cette saison pour avoir des vraies leçons. Alors. Comment ? J'arriverai pour cliquer à ce moment-là. Exactement, tu viens, tu cliques et on va regarder ça de très près parce que, on l'a dit, exécution dans les fins de match, on ne peut plus faire de la tête baissée et du Giannis parce qu'il y a des coachs qui sont très très bons en face et ils vont continuer à vouloir s'ajuster face à Budenholzer. Voilà, du coup, évidemment, on termine avec la bonne nouvelle. Bravo aux fans des Bucks qui ont récupéré Giannis pour 5 ans en espérant ne pas l'avoir fâché l'été prochain quand il demandera... Bravo pour votre nouveau titre de division. Maintenant, il va falloir chercher d'autres bannières. Exactement. Du coup, on va vous montrer le grand tableau final. Voici. Le complet. Exactement, voici le tableau complet des pronostics de la saison 2020-21 NBA pour Bibi et Alex. Qu'est-ce qu'on a comme gros désaccord ?
Alors, ce que je peux te dire juste pendant que tu regardes, c'est que nous sommes tous les deux d'accord sur les Bucks numéro 1 de la NBA en termes de bilan, que nous sommes tous les deux d'accord avec les deux dernières équipes des deux conférences, Thunder et Pistons. Rockets, on n'est pas d'accord. Là où j'ai complètement trollé, c'est sur les Rockets. Les Nuggets, la bataille entre Nuggets, Mavs et Blazers, là-dessus, on est en désaccord. Jazz aussi. Wow. Tout à fait. À l'Ouest, à l'Ouest, on n'a pas vu la même chose. C'est exactement. Marrant. Après, à l'Est, il y a quelques petites batailles. Je suis, bizarrement, un peu moins optimiste que toi sur les Hawks, mais on va voir ce que ça donne. Sur notamment. T'es moins optimiste que moi sur les Suns aussi. Ouais, ça en même temps. Pardon. Un petit peu d'objectivité. Sur cette chaîne. Moi, ils sont pile poil à leur place. Et bien évidemment, pour le reste de l'Est, comme d'habitude, vous savez le classique. Vive les Pacers qu'on n'arrête pas de sous-estimer. Et qui vont finir top 5. On est vraiment des connards. Du coup, voilà pour le gros tableau. Mon cher Alex, les 30 previews en 22 jours sont terminés. Ça a été quand même incroyable, cette grande aventure. Voilà, on peut un petit peu s'étirer parce que... Ouais, tirer le dos parce que je vous cache pas que... Ouais, on vous le dit, on a toujours été très transparent avec vous. Ça a été une course. On a eu l'intersaison la plus courte de l'histoire de la NBA. On en a chié, on a sorti un livre. En même temps que ça, vous avez été nombreux à le prendre. On espère justement que vous l'avez tous pris pour Noël ou quand il reviendra aussi début janvier. N'hésitez pas à le prendre. C'était quand même une sacrée aventure. Sacrée aventure. Et il y en a une autre qui commence. C'est la saison 2020-21 qui promet pas mal de choses. Exactement. Qui promet quand même d'être assez mouvementé parce que on a quand même plusieurs candidats au titre réels, quoi, je veux dire. Sans parler de ceux qui vont s'affirmer pendant la saison. Mais déjà de base, en pré-saison, on en a 4 déjà. 4. 4 gros. Yanis qui est devant un challenge immense. Kawhi qui est devant un challenge immense. LeBron, Kevin Durant qui revient. Et LeBron, enfin bref. Ça va être une dinguerie totale à partir de demain soir, 22 décembre. Donc évidemment, on en profite pour faire la bise à Léon, ce qui m'a permis avec Alex d'avoir un super setup à distance. Les copains de la rédac, Nicolas, Ben, Giovanni, la bise aussi à Julien et à Dave, qui nous permettent comme d'hab de kiffer avec Trash Talk au quotidien. Mesdames et messieurs, on vous souhaite une magnifique, une merveilleuse saison NBA 2020-21. On se retrouve très très vite sur la chaîne de Trash Talk, ne vous inquiétez pas, avec plein de débriefs et de gros trolls. On vous fait la bise, le lundi reste le meilleur jour de la semaine, et très très bonne saison NBA à toutes et à tous. Bisous. Des bisous. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.